quand la jeunesse veut gouverner avant d'apprendre. Dis-moi quelle jeunesse tu as et je te dirai quel peuple tu seras. Aujourd'hui, dans notre Afrique, c'est totalement légitime, normal, acceptable. Et même c'est très bien. Un parent ne souhaite pas être parent éternellement. Parce que être parent éternellement, c'est la pire des malédictions. Quand tu mets un enfant au monde, et puis l'enfant ne grandit pas, toujours c'est toi qui dois t'occuper de l'enfant. Tu t'es occupé de lui quand il était petit. Tu t'es occupé de son école. Tu l'as nourri. Tu as tout fait. Le monsieur a 40 ans aujourd'hui. Il se comporte comme un enfant parce qu'il dépend de toi en tout. C'est une malédiction. Mais quand ton enfant réussit, à partir de l'âge de 10-12 ans, tu vois ton enfant, la volonté est là, et il est en train de se chercher. Toi-même, le parent, là, tu es satisfait. Si on dit que la jeunesse, là, ne doit pas aujourd'hui s'impliquer dans la politique, là, c'est la chose la plus malhonnête. Et c'est la chose la plus méchante. Ça veut dire qu'on est en train de souhaiter que notre jeunesse n'a qu'à rester en retard, et maintenant, elle va être toujours surprise par les événements. Ça veut dire qu'il faut prendre cette quantité et la livrer à l'inexpérience. Ça, c'est totalement vrai. Quand tu regardes le continent africain aujourd'hui, 70% de la population a moins de 30 ans. Même en termes de nombre déjà, si on doit faire un choix là, ça sera du côté de la jeunesse. Mais est-ce pour autant qu'il faut céder à la dictature de la jeunesse? Est-ce pour autant qu'il faut négliger l'expérience? Voilà les questions qui se posent à nous aujourd'hui dans nos pays africains. Les pays qui étaient trop pressés, qui ont mis des jeunes, que ce soit par coup d'État ou bien par élection, vous voyez aujourd'hui les résultats. Et le résultat, c'est le manque d'expérience parce qu'ils étaient trop pressés. Dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. Cette maxime, à la fois simple et profonde, prend une signification particulière dans le contexte actuel de la Côte d'Ivoire, marquée par la transition générationnelle. Elle met en lumière une période où la jeunesse, désormais appelée à jouer un rôle central, doit prouver qu'elle peut conjuguer idéal et responsabilité. Personne n'est contre les jeunes. Mais être jeune doit être le moment d'apprendre et de bien apprendre et d'exercer ce que l'on veut en termes de rêve. C'est totalement normal, mais cela doit se faire avec de la responsabilité. Ce passage de témoin ne se limite pas à un changement d'âge, mais traduit un défi politique, moral et civique. Celui d'apprendre avant de prétendre, celui de servir avant de succéder. Ainsi, cette parole résonne comme un rappel à la mesure et à la maturité, soulignant que la grandeur d'un peuple se lie toujours dans la sagesse et dans la préparation de sa jeunesse. Et donc, lorsqu'on vous dit, dis-moi quelle jeunesse tu as aujourd'hui, et je te dirai l'avenir de ton peuple, ça veut simplement dire, quand tu es jeune là, c'est le moment d'apprendre. Ce n'est pas le moment d'exiger. Quand tu es jeune là, c'est le moment de servir les anciens qui ont l'expérience afin que tu puisses bien les succéder. Vous n'avez pas vu le roi David quand son fils Roboam a pris le pouvoir? Zéro. Il n'a pas pu servir. Quand tu es jeune, donne-toi du temps pour être suffisamment dans la maturité. Donne-toi du temps pour apprendre dans la sagesse. Et dans ta jeunesse, prépare-toi à apprendre. Et un peuple à travers qui les jeunes apprennent, à travers qui les jeunes, avant de prétendre apprendre quelque chose, avant de succéder, servent et pratiquent pour comprendre comment les choses se font, ces jeunes-là auront de la maturité avant même d'aller succéder, avant même d'aller prétendre. Et fort de cette maturité,
On saura donc que la jeunesse est prête et qu'elle va servir mieux que les anciens d'hier. Et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est dans une phase où tout le monde se pose la question. Est-ce que nous aurons des jeunes suffisamment à la hauteur du rendez-vous et qui pourront faire mieux que les anciens? Dans l'esprit républicain, la transition devrait signifier continuité et modernisation. Renouveler les visages sans effacer les valeurs. Injecter de la vigueur sans perdre la mémoire. Dans un pays, c'est totalement normal. Personne n'est éternel. La mort est la fin pour nous tous, d'une manière ou d'une autre. Dire qu'on ne va pas changer, c'est se condamner soi-même à ne pas évoluer. Mais c'est quoi la transition? La transition doit signifier deux choses. Le changement des hommes, mais aussi le changement des valeurs. Parce que le monde lui-même il change. Quand on change des visages, les nouveaux visages qui doivent venir doivent apporter de nouvelles réformes, de nouveaux changements qui vont être capables de bien répondre aux besoins de notre temps. C'était le moment d'apprendre la gestion publique auprès des dévanciers, comme on apprend la rigueur auprès d'un vieux maître d'école. Et donc, même sans vous le dire, vous constaterez que Éclaireur a un caractère dur. Mais parce qu'il est là à l'école d'un vieux maître d'école. Parce qu'il a appris quelque chose quelque part. Il n'est pas né avec ce comportement. Celui qui n'apprend pas ne pourra pas exercer. Exemple, Laurent Gbagbo. Exemple, Arikona Bédié. Et c'est pourquoi ils se sont réfugiés dans le désordre pour déstabiliser la société ivoirienne afin qu'ils puissent gérer. Mais à quel taux d'intérêt? À des taux d'intérêt bien sûr très élevés. Le savoir politique n'est pas un prêt à taux zéro. Il exige de la patience, de l'observation, de l'humilité et une longue période d'amortissement moral. Lorsqu'on vient et qu'on dit on va faire la politique, c'est une très bonne chose. Ça veut dire on veut acquérir l'expérience pour gérer son peuple. On veut acquérir l'expérience pour diriger les hommes. On ne parle pas de 10, 20 personnes, on parle de millions de personnes. L'école de la politique, ce n'est pas une école où tu vas apprendre et la connaissance, on te donne ça cadeau. Ce n'est pas un prêt à taux zéro. Le prix à payer là, c'est la patience. Le prix à payer là, il faut observer. Le prix à payer là, c'est l'humilité. Le prix à payer là, c'est le fait d'être capable d'amortir certaines difficultés. C'est tout ça qui te forme. Et c'est ça, le taux d'intérêt. Mais qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Beaucoup de nos jeunes acteurs sur la scène politique semblent préférer la spéculation à l'investissement durable. Ils veulent récolter les dividendes du pouvoir avant d'avoir remboursé le capital de l'expérience. C'est ça qui fait que vous avez des jeunes comme les Blé Goudé, comme les Soro. Ils ont pensé qu'ils allaient manipuler les anciens là pour prendre le pouvoir. Alors que quelqu'un qui a de l'expérience, c'est pas quelqu'un que vous pouvez enlever facilement. C'est pourquoi les vieux sont toujours sur leur tête. C'est pourquoi les vieux utilisent leur expérience pour rester là. Est-ce que Bédié n'est pas mort à la tête du PDCI? Mais si on fait une étude approfondie, les gens du PDCI étaient dans la spéculation. Ils n'ont pas cherché à eux-mêmes se former. Et quand Bédié n'est plus là, on a découvert que c'était des spéculateurs. Des gens qui n'ont pas investi dans l'investissement durable. Ils n'ont pas investi dans l'apprentissage. On ne faisait que suivre un homme. On ne faisait que faire plaisir à quelqu'un. Mais on n'a pas pris le temps de la patience. On n'a pas pris le temps d'observer. On n'a pas eu le temps de l'humilité. On n'a pas eu le temps de l'amortissement moral. Et c'est ça qui donne l'échec qu'on a pu voir au PDCI. Et tellement eux-mêmes n'étaient pas prêts, ils sont allés prendre un Sénégalais, vite fait, mais qui est venu encore produire plus d'échecs.
Tout le monde est d'accord que être jeune, c'est la passion, mais c'est aussi les illusions. On va aller bientôt à des élections législatives. Et le constat, il est là. Oh, celui qui dit va être candidat indépendant. Mais c'est totalement normal. Hein. On ne peut pas demander à quelqu'un. C'est un exemple comme ça que je prends. Une partie de la jeunesse est installée à la table du pouvoir, avec la prétention d'éclipser les dévanciers, parfois même en défiant le choix du chef. Le discours se ressemble, les postures s'imitent, et l'art de paraître semble avoir pris le pas sur celui de comprendre les institutions. Nous n'avons rien contre ceux qui ont décidé d'aller en indépendant. C'est votre choix le plus absolu. Moi, je l'ai dit. Moi, je ne critique personne. Parce que, pourquoi? D'abord, je ne voterai pas. Donc là, à quoi servira ma critique contre quelqu'un? C'est une critique vide. Par contre, l'élection, j'ai voté pour le président. Je savais que mon vote allait avoir un impact. Et donc, ne soyez pas surpris qu'il y ait des candidats indépendants. Ça peut être des raisons justifiées, comme des raisons non justifiées. Mais une chose demeure. Quand on est dans un système, est-ce que la défiance permanente ne peut pas se retourner contre nous-mêmes un jour? C'est ce que je répète depuis quelques jours. Est-ce que la patience morale d'avoir l'humilité et d'aller vers le chef pour lui poser des questions n'est pas mieux que de défier? Voilà des questions que moi je pose. Et pour ma foi, toute personne honnête dira que ce sont des questions qui sont en tout cas légitimes. Plusieurs jeunes candidats, séduits par la théâtralisation politique, se comportent en influenceurs de la République plutôt qu'en bâtisseurs de la nation. Ainsi, la transition générationnelle se mue en effet de mode plutôt qu'en projet d'avenir. Et donc, si nous voulons bien traverser notre transition générationnelle, c'est avec quel type de jeunes nous allons faire? Si eux-mêmes ils défient les chefs aujourd'hui, est-ce que demain, eux, ils accepteront qu'on les défie? Et en agissant ainsi de génération en génération, est-ce que nous n'allons pas créer le même choc? Parce que chacun pense d'abord à son intérêt personnel. Et personne ne pense au projet d'avenir du pays lui-même. Voilà les vraies questions que nous, les intellectuels, nous nous posons. Et ce que je fais là, je ne supporte aucun camp. Je prends des réalités, des exemples pour les mettre en face de vous, pour que vous compreniez mieux la réalité et pour que vous puissiez être maître de vos choix. En réalité, beaucoup, dans cette transition générationnelle, laissent d'abord leurs ambitions précéder leur préparation. Si tu n'es pas préparé, tu n'es pas entraîné, tu vas échouer. Pourtant, l'ambition est légitime. Mais que vaut une ambition sans pertinence de préparation? La satire trouve ici toute sa pertinence. Comment prétendre incarner la relève lorsque les ambitions précèdent la préparation? Et que les excès d'orgueil rivalisent déjà, voire surpassent ceux des aînés. Toute simple la question. Tu n'étais pas entraîné, tu n'étais pas formé, mais ton orgueil, parce que tu t'es frotté un peu aux plus expérimentés, tu penses que tu connais tout. Tu penses que tu peux déjà diriger le monde. Mais pourtant, c'est une fausse perception, c'est une illusion. La jeunesse devrait incarner la rupture éthique, se met parfois en miroir amplifié à travers, des travers qu'elle dénonçait. Le peuple, lui, observe, médusé, cette génération qui réclame le changement avec rigueur, mais dont les rêves s'orientent plus vers les privilèges du pouvoir que vers la noblesse du service. Le peuple que nous on est là, on n'est pas bête. Vous dites que les vieux là, ils ont duré. Les vieux là, leur temps est passé. Il faut qu'on change, on est d'accord. Mais vous voulez qu'on change avec des gens qui ne sont pas préparés, qui n'ont pas d'expérience? Vous voulez qu'on change de génération avec des gens trop pressés, génération pressée. Mais ce changement-là, ça va nous donner quel résultat si ce n'est que l'échec? Le peuple, lui, voit. Le peuple, lui, il est étonné.
mais ils voient ce qui se passe. La conquête prend le pas sur la compétence. Aujourd'hui, on découvre que beaucoup, c'est l'amour du pouvoir qui les guide. L'amour de bien vivre dans la politique et non la conscience de servir le peuple. Beaucoup sont dans la politique parce qu'ils cherchent de la visibilité, mais eux-mêmes n'ont pas de vision. Or, l'histoire indifférente aux improvisations vaniteuses ne récompense ni la précipitation ni la posture. Si faire Vuvuzela là pouvait aider quelqu'un là, Assalé Tchemoka allait être candidat. Si faire Vuvuzela, pourquoi on n'a qu'à te montrer, toi tu es là, tout le monde tu fais vu là. Vincent Tobi là, il allait être candidat. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils n'ont pas pu être candidat? La vanité, la précipitation, le matu vu, sans expérience. Et donc, quand tu es trop pressé, que tu n'as pas de vision, tu te fais voir partout. Ta vanité là, tu la mets au-dessus de ton savoir et de ton entraînement, de ta formation là. Tu te fondes. Elle consacre les nations patientes, celles qui fondent leur avenir sur la cohérence, l'effort et la discipline, non sur l'ego, hypertrophié d'une ambition sans boussole. C'est vrai que chacun doit avoir de l'ambition, mais si toi-même dans ton ambition là, tout ce que tu vois dans ton ambition, je veux être ici, je veux avoir ce poste, je veux avoir ce poste. Quand tu auras ce poste-là, qu'est-ce que tu fais pour le peuple? Tu n'avais pas encore pensé à ça, donc tu vas conduire le peuple en brousse. Donc aujourd'hui, quelle est la morale de l'histoire ici? C'est que nous les jeunes, nous sommes entre la promesse et une dette morale. Et je m'explique. Dites-moi quelle jeunesse vous avez, je vous dirai quel peuple vous serez. La phrase sonne désormais comme un avertissement républicain. La jeunesse ivoirienne doit comprendre que la transition générationnelle n'est pas une promotion éclair, mais une formation continue. Voyez-vous, un homme comme l'éclairant, beaucoup disent, ah, tu connais beaucoup de choses. Mais parce que je ne cesse jamais d'apprendre. Et je vous dis toujours ici, je dis quand les gens parlent, je me tais. Au point même que les gens me demandent, mais est-ce que tu es là? Tout ce qui est petit là, je regarde. J'apprends avec les enfants. J'apprends avec les femmes. J'apprends avec les hommes. Je demande aux femmes, comment vous réfléchissez? Par rapport à tel problème, en tant que femme, comment vous pensez? Comment vous voyez ça? Ce qui vous fait honte là, moi je cherche à comprendre ça. Ça s'appelle de la formation continue. Tout n'est pas dans l'école. Tout n'est pas à l'école. Tout est dans la capacité de résilience. Dans la formation continue. Chaque jour, quand je viens, je lis des textes. Ce sont des défis intellectuels et mentaux. C'est ça, c'est comme un entraînement de mon cerveau. Et donc là, même en dormant, si tu me réveilles là, je serai plus efficace que quelqu'un qui ne lit même pas un texte en un mois. Et la vie là, ceux qui luttent, c'est ceux qui survivent. Et la meilleure forme de survie, c'est d'abord par la formation. Et non la promotion. Et non la précipitation. Chers tous, quel que soit ce que vous faites, continuez à faire ce que vous avez à faire. C'est ce que Dieu dit aux musulmans dans leur Coran, dans la sourate 2, Allezina bil Gaib. Heureux ceux qui croient à l'invisible. Parce que ce que tu penses être invisible, à force de pratiquer, je vais t'ouvrir des voiles et tu verras un autre niveau de la réalité. C'est pourquoi il faut établir la salette et non faire la salade. Il faut l'établir. Il faut mettre un système d'habitude dans ton comportement qu'il faut pratiquer chaque 5 fois dans la journée. Et à force de faire ce que tu es en train de faire, ça va devenir un habit qui va couvrir ton esprit. Et quand ton esprit sera couvert, chaque jour, chaque 5 minutes, tu prends le temps pour te concentrer. C'est ça qu'on appelle la prière. Et c'est ça qu'on appelle chez les musulmans al-zikr, c'est-à-dire le rappel. À force de te rappeler de ce que tu ne vois pas, nous allons lever le voile mental pour te montrer un autre niveau de la réalité, comme de la manière qu'on a enlevé les mystifications d'une certaine époque où on a brûlé les sorcières
où on les a accusés d'être des propagateurs de maladies, alors que c'était simplement, il nous fallait une petite loupe qu'on appelle les microscopes pour découvrir qu'il y a des êtres minuscules. Il y a plusieurs couches de réalité dans ce monde. Mais si tu ne prends pas le temps d'observer, si les gens n'avaient pas pris le temps d'observer les faits pour trouver le microscope, est-ce qu'on aurait un jour vu les microbes? C'est à travers la connaissance continue que l'être humain évolue. Et c'est pourquoi nous sommes appelés humains. Ceux qui savent évaluer. Et quand tu sais évaluer, tu vas toujours continuer à apprendre. Et c'est la même chose en politique. Éclairer, pourquoi si on te donne un poste? Je m'en fous. Ce que je vaux, la personne ne pourra m'arracher. Et comme disait Sun Tzu, ce que tu vaux réellement là, la nature elle-même va te prendre pour te mettre à ta place. Tu n'auras même pas besoin des hommes. Tu n'auras même pas besoin de qui que ce soit. Parce que quand Dieu te met à une place là, les humains ne peuvent pas t'y enlever. Mais si tu cours derrière les hommes pour faire ce que les hommes veulent que tu fasses, tu deviendras la poubelle des hommes. Tu deviendras la risée des humains. Tout ce que tu vaux, la nature te le rendra. Laisse les choses se faire. Et c'est pourquoi, dans l'art de la guerre, Sun Tzu nous disait, un être humain doit se comporter comme l'eau. Prends la direction selon la voie qui t'est tracée. Et adapte-toi à ton environnement et laisse les choses se faire. Mais qui peut bloquer l'eau? Dans notre système-là, qui est plus fort que l'eau? Quelle est la chose qui est la plus forte que l'eau? Il n'y en a pas. Elle ne se décrète pas sur les réseaux sociaux. Elle se mérite sur le terrain de l'utilité publique. Un peuple qui brûle les étapes de son apprentissage se condamne à redoubler l'histoire. Donc si on veut répéter les mêmes erreurs de notre histoire, comme de la manière des Laurent Gbagbo impréparés, ils ont critiqué, insulté. Aujourd'hui, on utilise les réseaux sociaux pour faire de la fanfaronnade, alors qu'on n'apprend pas à être utile à notre peuple. Demain, là, quand on aura le pouvoir, là, ça sera zéro comme au Sénégal. Ça sera zéro comme au Burkina Faso. Ça sera zéro comme au Mali. Et on va toujours être condamné à répéter nos histoires et à l'infini. Et on va toujours se plaindre parce que les mêmes problèmes seront toujours là. Ainsi, la véritable maturité politique naît du respect de la continuité, de l'équité et de l'efficacité publique. La relève ne s'hérite pas. Elle se prépare avec humilité et à un taux d'intérêt élevé. Et donc, vouloir dire qu'on va diriger 30 millions de personnes, ça ne se décrète pas sur les réseaux sociaux. Ça ne se décrète pas par la capacité d'être pressé. Comme moi je suis pressé là, donc c'est moi le bon candidat. Ça se décrète par la capacité d'apprendre. Ça se décrète dans l'humilité. Ça se décrète dans l'efficacité des actions qu'on apporte au peuple. Ça se décrète dans la manière d'avoir un impact sur le peuple. Ça peut être dans la parole, ça peut être dans les actes, ça peut être de quelque manière que ce soit. Mais est-ce que toi-même, chaque jour, quand tu te réveilles là, est-ce que tes actions apportent quelque chose aux humains? Ça s'appelle de l'efficacité publique. Ça s'appelle de l'équité. Quand tu penses que tu connais quelque chose, mais tu peux faire quelque chose là. Si tu ne partages pas, c'est de l'injustice. Et un homme qui veut aspirer à une charge publique doit être capable de pratiquer et d'apprendre, de se préparer dans l'humilité.